19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. À la une de ce journal, l'interpellation à Tétouan d'un individu partisan de Daesh pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste. Le mis en cause a été appréhendé aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire. Nous braquerons les projecteurs sur les Marocains du monde, des ambassadeurs qui portent fièrement les couleurs du royaume à l'international. Les éméreux sont également des acteurs majeurs du développement national. À suivre dans cette édition, l'exemple d'un éméreux qui a investi dans l'agriculture avec le décryptage de notre invité, le professeur de droit et politologue Moustapha Sfini. C'est une denrée vitale qui se fait malheureusement de plus en plus rare. Les ressources en eau sont mises à mal à cause du déficit pluviométrique. Notre pays est l'un des pays les plus durement touchés par le stress hydrique. Plusieurs communes à travers le royaume pâtissent de cette pénurie. Nous irons à Tafstet, une commune rurale dans la province d'Essaouira. Bonsoir, il a 36 ans et partisan de l'organisation terroriste Daesh et il est mis en cause pour implication présumée dans la planification et la préparation d'un projet terroriste, souligne un communiqué du BCIJ. Le suspect a été interpellé aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les développements avec Souad Anachad. L'extrémiste a été interpellé lors d'une opération sécuritaire menée par des éléments de la force spéciale de la DGST avec la coordination et la coopération sur le terrain d'officiers de la police judiciaire relevant de la BCIJ. Selon les données préliminaires de l'enquête, le suspect est imprégné des idées extrémistes, incitant à l'excommunication de la société et des représentants des autorités et des forces de l'ordre. Il est également très actif au sein des réseaux virtuels et des canaux de communication qui font l'apologie de l'idéologie subversive extrémiste et incitent à la planification de projets criminels visant les personnes et les infrastructures publiques et privées. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le Bureau central d'investigation judiciaire sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme, et ce pour identifier les terroristes auxquels il a adhéré et définir ses éventuels rapports avec des cellules et des organisations terroristes s'activant aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. La neutralisation du danger lié à l'individu arrêté dans cette affaire s'inscrit dans le cadre des efforts intenses et constants déployés par les services de la DGST pour lutter contre les cellules extrémistes et mettre en échec les plans et projets terroristes qui menacent la sûreté et la sécurité de la patrie et des citoyens. Direction la Tanzanie, Dar es Salaam plus précisément, où se tient actuellement une exposition de manuscrits du Saint-Coran. L'exposition met à l'honneur les traditions ancestrales du royaume en matière d'édition et de valorisation du livre saint. La cérémonie d'ouverture de l'exposition a été organisée par la fondation Mohamed VI des oulémas africains à la mosquée Mohamed VI sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin en présence de hauts responsables tanzaniens. L'événement fait vitrine à l'histoire des Corans marocains remontant au 1er siècle de l'histoire. Nous célébrions hier la journée nationale du migrant, un événement qui intervient en pleine période estivale, alors que l'afflux de la diaspora vers le royaume est à son pic. Un retour en force dont l'impact n'a pas tardé à se faire sentir dans la vie économique et commerciale du pays. Une dynamique qui prend forme notamment via les envois de fonds, les recettes de voyage, mais également l'investissement dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Exemple d'un investisseur en agriculture à Midelt dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli. Installé en France et en Belgique depuis plusieurs années, Youssef Ait El-Mqaddem choisit de rentrer au pays pour investir dans sa région natale. Dans la commune Ait Ayash à Midelt, Youssef lance un projet agricole sur une superficie de 50 hectares
Il cultive des variétés fruitières destinées principalement à approvisionner son unité hôtelière. Une expérience pionnière dans la région. Je suis né dans une famille d'agriculteurs, donc c'est tout naturellement que j'ai choisi d'investir dans ce domaine. Nous essayons le plus possible de favoriser une agriculture biologique. Ces produits sont très appréciés. De l'agriculture au tourisme, il n'y a qu'un pas que notre investisseur n'a pas hésité à franchir. Youssef Ait El-Mqaddem met sur pied une unité hôtelière au cachet architectural authentique. Ma passion pour le tourisme a débuté très tôt. J'étais encore étudiant quand j'emmenais des touristes faire des randonnées en montagne. C'est pourquoi j'ai lancé cette unité hôtelière qui s'appuie également sur l'activité agricole. Nous sommes ravis de voir de tels projets se concrétiser. Nous espérons voir de plus en plus de projets du genre. Ils contribuent au développement de la région. C'est la 5e ou 6e fois que je viens au Maroc. On est toujours aussi charmé agréablement par l'accueil, l'hospitalité, le temps qu'il fait, le réseau routier aussi qui est tout super. Aujourd'hui, cette unité hôtelière fait son bonhomme de chemin et draine des visiteurs du Maroc et de l'étranger. Un bel exemple de l'implication des Marocains résidant à l'étranger dans le développement de l'économie de leur pays d'origine. Moustapha Sahimi, bonsoir. Nous venons de le voir, l'exemple de l'investisseur Youssef Ait El-Mqaddem n'est pas isolé. Les MRE s'associent effectivement à l'élan de développement de leur pays. Une adhésion née d'une volonté exprimée au plus haut niveau de l'État et qui met à contribution la communauté marocaine dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Concrètement, comment cela se développe sur le terrain ? Votre sujet est intéressant parce que c'est un bel exemple de transfert d'esprit, d'entreprise. Pourquoi ? Parce que nos compatriotes vivent dans des pays développés pour la majorité d'entre eux et donc il y a là un climat, il y a des innovations, etc. Et donc quand ils reviennent ici, ils sont porteurs de projets technologiques, d'innovation et c'est utile pour l'économie marocaine. Quelques indications sur cette communauté des MRE, elle a une histoire et elle a un profil. L'histoire, c'est quoi ? Elle est aujourd'hui de 5 millions 100 000 selon les statistiques du HCP. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des phases dans cette migration. La première phase, années 70-80, c'était l'immigration, des travailleurs manuels. Deuxième phase, c'est celle du regroupement familial et donc forcément, ça a changé de dimension avec une place accordée aux femmes et partant à l'autonomisation des femmes dans les pays d'accueil. Et puis il y a aujourd'hui une troisième phase, c'est la deuxième, troisième génération, et c'est une immigration qui n'est plus temporaire, qui est devenue permanente. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut relever aussi par ailleurs, c'est la géographie. La géographie de cette migration, c'était dans des pays traditionnels, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc., Espagne aussi, et puis ça a changé. C'est-à-dire à côté de ces pays traditionnels d'immigration que j'ai cités, il y a un redéploiement de la migration vers de nouvelles latitudes, notamment en Italie, les pays du Golfe, Canada, États-Unis, etc. Donc voilà des phénomènes intéressants. Alors qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que les composantes à part entière de la communauté nationale et partant, elle a les problèmes de la communauté nationale ici, plus des problèmes spécifiques liés à ses conditions de vie et de travail dans les pays d'accueil. Et parmi ces MRE, des porteurs de projets qui font face souvent à des contraintes administratives, des procédures souvent compliquées. Quels mécanismes sont prévus pour faciliter leur démarche d'entrepreneuriat ? D'abord, il y a des politiques publiques. Il y a des politiques publiques qui se sont développées. Il y a encore une trentaine d'années, la migration n'était considérée que comme un segment de la politique de l'emploi au Maroc. C'est-à-dire que c'était des migrants qui allaient chercher du travail. Ça a changé de nature et de dimension aujourd'hui, c'est différent.
D'abord l'opération Marhaba, c'est la plus grande opération de ce type dans le monde. Et oui, c'est 2 600 000 personnes pour ce qui est de 2019, 600 000 voitures, etc. Et donc des capacités d'organisation intéressantes et du côté espagnol, il faut le dire, et du côté marocain. Il y a aussi des programmes spécifiques qui ont été prévus par le Maroc. Je pense au programme FINCOM, je pense à un réseau marocain, Moroccan Invest Network de 2003-2009, la création de la fondation Hassan II, le CCME, le Conseil consultatif des Marocains à l'étranger. Et la priorité aujourd'hui se décline sur 3 points. Premier point, c'est la mobilisation des transferts financiers qui sont importants. En 2021, on a eu 47 milliards. 2021, 47 milliards, c'est pour le premier semestre 2022. Exactement. Pour 2021, c'est 93 milliards de dirhams. En pleine crise donc, de Covid. une augmentation de près de plus de 36% par rapport aux chiffres de 2020, où nous étions dans un palier en général qui était de 60, 70, etc. Donc c'était tout à fait exceptionnel. Vous avez raison de relever que ça continue pour le premier semestre 2022. Il y a aussi un autre aspect, c'est la mobilisation des compétences. C'est-à-dire qu'on laisse de côté les transferts, mais on se préoccupe de valoriser, de mobiliser les compétences qu'il y a, car il y a des compétences. Et puis il y a aussi l'idée d'un co-développement. L'exemple que vous avez donné de l'agriculture est tout à fait typique à ce sujet. C'est-à-dire il y a maintenant un nouveau modèle de développement qui est en chantier jusqu'à l'horizon 2035. Il faut y associer précisément les MRE et les Marocains du monde de manière générale, dans quel secteur, notamment pour ce qui est des TPE notamment, et des PME, où ils ont des idées, ils ont des projets, etc. Il y a des difficultés, c'est vrai, la difficulté c'est le foncier, la difficulté c'est l'éligibilité au crédit foncier, mais il faut être juste, il y a des mesures qui ont été prises sur ce plan-là, il y a des facilités douanières et administratives qui sont tout à fait intéressantes en 2022. Il y a le problème de la sécurité sociale pour les membres de leur famille qui sont restés au Maroc, mais eux sont à l'étranger. Donc, c'est l'éligibilité de tous à la protection sociale. Il y a aussi l'ouverture de comptes en dirhams convertibles et comptes devises. C'est aussi un progrès. Il y a la réduction des commissions bancaires aussi, qui était quand même exagérée. Et puis, il y a l'exonération des impôts pour ce qui est des comptes sur carnet, des comptes sur livret. Donc, il y a des mesures qui sont prises et il faut s'en féliciter. Sishimi, les Marocains du monde s'investissent également dans le rayonnement du Maroc à l'international. Quel rôle pourraient avoir ces diplomaties parallèles dans le renforcement des relations du Maroc à l'international ? Plus qu'une diplomatie parallèle, c'est un soft power d'image et de présence du Maroc à l'international. Le Maroc a une bonne image à l'international en 2022. Et oui. Donc cette bonne image doit ruisseler, si je puis dire, également dans les réseaux des Marocains à l'étranger. Ces Marocains à l'étranger, ils ont quel profil ? Ils sont professeurs d'université, ils sont scientifiques, ils sont d'affaires, ils sont banquiers, ils sont hauts cadres, ils sont de partout, etc. Donc ils sont porteurs, ils ont la capacité de porter et de diffuser les valeurs du Maroc d'aujourd'hui, ses constantes nationales. Et puis la question du Sahara, où ici ils sont en première ligne comme tous les Marocains. Et donc c'est quand même intéressant qu'il y ait cette communauté-là. Certains d'entre eux ont des postes électifs dans des mairies, dans des parlements, vous le savez, régionaux, etc. Et donc, ils sont porteurs d'une bonne parole, qui est celle du Maroc en marche, d'un Maroc en mouvement. Et ça, c'est un élément qui doit être pris en compte et davantage accentué. Et vous avez raison, c'est un élément complémentaire de notre diplomatie officielle, de la diplomatie parlementaire, des ONG, des institutions parlementaires, etc. Et de tous les réseaux qui ont donc à cœur précisément la meilleure présentation du Maroc d'aujourd'hui, le Maroc des réformes, et partant son rayonnement à l'international. Et qu'en est-il des MRE et leur potentielle participation politique ? Ça, c'est la question qui pose problème parce que c'est inachevé. C'est ce que j'appelle inachevé. Il y a vous savez, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont venues consacrer le principe d'égalité de tous les Marocains.
hommes, femmes, et tous les Marocains ici, dehors, etc. C'est l'article 16 de la Constitution, plus l'article 17, je n'ai pas le temps de donner les détails, et donc sur ce plan-là, ils sont électeurs éligibles, mais là où il y a encore une problématique, c'est leur implication et leur élection dans des institutions constitutionnelles. La Constitution prévoit qu'ils sont associés aux institutions de bonne gouvernance, etc. Mais il y a le problème du Parlement. Alors il y a des débats, il y a eu des débats depuis une vingtaine d'années sur ça. Ça n'a pas beaucoup avancé, Et donc nous sommes un pays qui se distingue par le fait qu'il n'y a pas de représentation politique d'une communauté aussi importante dans des institutions constitutionnelles, en particulier institutions parlementaires. Pourquoi je formule une hypothèse, c'est que ça dérange des équilibres. Vous savez, il y a un marché électoral, il y a 395 députés dans la Chambre des représentants. Faire une place à des députés issus des MRE, c'est minimum 40 députés. Parce qu'il y a 5 millions, il y a 3 millions en âge de voter, vous faites le rapport, c'est minimum 40. 40 à 50 députés issus du corps électoral des MRE, c'est 40 à 50 députés de moins pour les partis qui sont là. Et donc, il y a un discours, ce qui frappe toujours, c'est un discours de tous les partis politiques sur la participation pleine et entière des migrants, au problème de la communauté nationale, etc. Reste la traduction, c'est-à-dire des mesures, et il faut espérer que cette situation sera surmontée dans un proche avenir. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour toutes ces précisions. Rattrapés par des épisodes récurrents de faiblesse des précipitations, nos ressources hydriques sont en grande souffrance. Les réserves en eau accusent un net recul, une situation qui affecte le quotidien des familles, surtout dans les zones mal desservies par les réseaux d'eau potable. Exemple à Issabira avec Abdelghni Tahraoui, Zakaria Mouqin-Billah et Souad Anachad. Le château d'eau est visible depuis des contrebas résidentiels, mais l'eau manque à l'appel. Nous sommes à la commune rurale Teftesht, dans la province d'Essaouira. Cet été, les foyers accusent un véritable problème d'approvisionnement en eau potable. Seule issue pour les habitants, rationaliser la consommation afin de subvenir aux besoins. Tout le monde doit être sensibilisé à la nécessité de ne pas gaspiller l'eau, car c'est une denrée vitale qui se raréfie en ces temps de sécheresse. Cette année, il y a un fort déficit pluviométrique et l'eau potable se fait rare. Une économie drastique de cette ressource s'impose plus que jamais. Seuls quelques rares puits fournissent encore de l'eau aux habitants. Stockée dans des citernes, l'eau est distribuée aux bénéficiaires selon des modalités déterminées. بشراكه مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اللي هو ديال مع الشراكه ديال التسيير ديال المركز. Tous les foyers ne sont pas approvisionnés par l'Office national de l'eau potable. Il y a des conventions entre la commune et des associations locales pour combler le manque via le branchement individuel. Des solutions alternatives restent tributaires du bon usage de cette ressource vitale dans le contexte d'un stress hydrique qui touche le royaume de plein fouet. Voici une nouvelle très attendue des Casablancais. Les utilisateurs du tramway pourront dès ce dimanche 14 août reprendre leur déplacement dans la métropole. La ligne 1 du tramway reprendra son trafic normalement sur tout l'itinéraire T1 de Sidi Moumen à Lissasfa, un tracé de 37 stations. Et si vous prenez l'autoroute, il vous est désormais interdit de rouler ou de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf en cas d'extrême urgence. La Société nationale des autoroutes du Maroc l'a rappelé aux usagers de la route. La bande d'arrêt d'urgence est utilisée par les équipes d'intervention d'ADM, de la gendarmerie royale, de la protection civile, du dépannage et tout autre intervenant sur l'autoroute pour agir en situation d'urgence, explique ADM, pour ce qui est
pour qui toute occupation non justifiée de cette bande pourrait mettre en péril l'assistance à temps des usagers en détresse et constitue une infraction au code de la route. La Fédération royale marocaine de football se sépare à l'amiable de l'entraîneur de l'équipe nationale, Vahid Halilovic. Cette séparation intervient, selon les termes du communiqué de la Fédération, en raison des divergences de points de vue entre la Fédération et Halilovic au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe du Monde de Qatar 2022. La fédération a remercié M. Halilovic pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l'équipe nationale, principalement la qualification pour la prochaine Coupe du Monde grâce à une sélection disposant de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. De son côté, Vahid Halilovic souhaite plein succès au 11 national dans l'avenir, indique la fédération, qui rappelle qu'elle mobilisera tous les moyens afin d'assurer à l'équipe nationale une bonne préparation au Mondial 2022. Dernière escale de ce journal, la Perle du Souss cap sur l'un de ses spots les plus animés. La corniche d'Agadir est particulièrement en prise d'assaut par ces temps de grosse chaleur. Famille et amis retrouvent dans ces allées le plaisir des sorties nocturnes. Bordées de cafés, restaurants et lieux de divertissement, une adresse festive idéale pour déambuler au son des vagues, admirer le coucher du soleil ou juste se rafraîchir. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 21h. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Ce sera en compagnie de Nabila Zerkan. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.